Voilà, alors aujourd'hui, ben, vous le savez, on est dans le cadre donc des JACES, hein, donc de ces journées évidemment culturelles. La conférence que je vais opter, pour laquelle je vais opter aujourd'hui, ça va être une conférence un peu, on va dire, entrecroisée entre deux courants qui, au départ, sont deux courants qui s'opposent et à la fois qui se rejoignent aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, je vais vous parler du street art et du land art. Donc, street art, l'art de la rue, l'art urbain, et le land art, c'est un art donc qui est relatif en fait à la nature, à l'environnement. Vous allez voir que ces deux branches de l'art contemporain en fait naissent aux États-Unis, donc fin des années 60, début des années 70. Et comment ils vont arriver, ils vont outrepasser l'Atlantique et arriver en Europe. Et j'ai choisi particulièrement la ville de Barcelone comme exemple méditerranéen particulièrement. Alors Barcelone, peut-être que vous connaissez, c'est une métropole, c'est la métropole de la Catalogne, donc c'est une ville qui est fascinante de par son histoire, sa culture, on va dire son urbanisme hein, aussi. Et c'est finalement une des rares métropoles, même au niveau mondial, hein, qui aujourd'hui offre finalement ces deux concepts artistiques. C'est-à-dire quand vous visitez Barcelone, vous prenez le temps d'observer les choses et les lieux, et bien en fait on se rend compte que à Barcelone il y a autant des artistes qui travaillent dans la branche du land art que dans le street art. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Et puis ça permet aussi à travers Barcelone de voir si ces deux courants sont aussi diffusés, propagés dans d'autres endroits de la Méditerranée, notamment la Corse évidemment. Et ça, on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais on terminera hein, là-dessus. Il faudrait y réserver, y consacrer une conférence, bien entendu. Alors, après cette conférence, évidemment, je vous écouterai. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Ensuite, vous êtes conviés donc dans le bâtiment des Arts, bâtiment Alberti. Au premier étage, il y a une exposition qui a été organisée par les élèves d'art plastique et d'art appliqué, donc première année, avec leur professeur, Madame Cosiello, notamment, donc Monsieur Benjamin Arnaud qui est ici. Et c'est une exposition qui est relative à la place de l'artiste par rapport à la nature, par rapport à la protection de la nature, comment on peut, grâce à l'art, finalement, aujourd'hui, sensibiliser les gens. Ah, donc, c'est quand même un grand problème aujourd'hui. Hein, c'est quand même, on va dire, quelque chose qui est vital pour l'humanité, cette mise en danger de la planète. Hein. Donc, on va voir comment, à travers cette exposition et à travers une table ronde, puisqu'il y a une table ronde qui va être organisée autour de 15h30, donc comment on va aborder ce sujet. Alors, c'est pas moi qui vais la diriger, cette table ronde, hein, bien sûr, je vais laisser parler les spécialistes, hein, les plasticiens, donc les gens qui sont vraiment dans le milieu de l'art pur et dur. Moi, je suis dans l'histoire de l'art, hein, je suis historienne de l'art, donc c'est un concept un peu différent, une approche un peu plus peut-être cartésienne hein, de l'art, mais tout à fait complémentaire. Alors, justement, donc, j'ai voulu d'abord, avant d'aborder véritablement le concept de ces deux courants à Barcelone, il faut d'abord, on va dire, les identifier, les comprendre et comprendre leurs origines. Alors justement, leurs origines, elles proviennent tout d'abord dans le cadre du street art, puisqu'on va commencer par le street art. Alors le street art, c'est l'art urbain, l'art de la rue. Essentiellement, ça se manifeste donc dans des quartiers très populaires de grandes métropoles, donc aux États-Unis, New York, des quartiers comme Brooklyn, des quartiers comme le Bronx hein, en particulier. On va trouver ça aussi à Chicago, à Denver, enfin, j'en passais des meilleurs. Hein. Alors, au départ, c'est pas du tout dans on va dire la fin des années 70, quand ce courant commence à émerger, fin 70, début des années 80, c'est pas du tout considéré, vous imaginez, comme quelque chose de légal. Hein, c'est un art qui se veut être considéré par la loi comme un acte de vandalisme. Hein, notamment, on commence à ces artistes qui étaient des anonymes, hein, c'est des gens qui travaillent la nuit essentiellement, donc qui taguent, hein, on peut dire ça comme ça, qui par le biais donc de tags, de graffitis, de dessins à base de pochoirs, etc., qui commencent à investir donc les façades donc d'habitats privés, des devantures de magasins, des wagons de métro, de train, des abribus, etc. Pourquoi faire? Alors c'est pas juste pour embêter en fait le maire de New York ou autre. Hein. C'est surtout un art revendicateur. C'est-à-dire que c'est un art populaire. C'est un art qui
et dans la rue pour être visible en fait par tous. Hein. Et on est dans on va dire une idéologie dans les années 70 aux États-Unis. Vous verrez que cette idéologie, après, elle va gagner l'Europe, hein, où justement les artistes, reconnus ou pas, en ont marre que l'art ou les arts soient uniquement finalement à disposition d'une certaine élite. C'est-à-dire les gens qui ont une certaine culture, qui peuvent aller dans les musées, dans les galeries, etc. Une espèce de jet set, si vous voulez, on va dire, du milieu artistique. Donc, ils en ont marre que ce soit réservé, que ce soit enfermé aussi hein, dans des murs. Et c'est un cheminement qui va se faire et qui va se faire à travers le street art, comme également aussi dans le land art qu'on va aborder dans la deuxième partie de la conférence. Donc, c'est-à-dire que vous verrez que le land art, ça va se manifester véritablement in situ, c'est-à-dire vraiment au cœur de la nature, dans des territoires même souvent très particuliers, le désert du Nevada, des choses vraiment complètement insolites. Hein. Enfin, aujourd'hui, avec du recul, on pourrait se dire que c'est complètement insolite, mais vous verrez qu'il y a une signification à ça. Alors, justement, il y a quelques années, j'ai commencé à entamer des missions. En Corse, j'en ai réalisé en Italie, en Sardaigne, et puis à Barcelone. Alors de Barcelone, j'ai commencé en 2015. J'y vais assez régulièrement parce que je travaille avec nos homologues catalans là-bas, donc avec l'Université des Arts hein, notamment. Et j'ai voulu prendre un peu, on va dire, la météo hein, donc des vieux quartiers de Barcelone, comprendre pourquoi dans cette capitale donc de la Catalogne, il y a autant de liberté en fait artistique et j'ai trouvé ça fascinant, véritablement fascinant, et de voir que cette ville, c'est un terrain de jeu pour les artistes mondiaux. En fait, on a des gens qui viennent du monde entier, du Japon, des États-Unis, d'Australie, et qui viennent comme ça intégrer des équipes d'artistes. Maintenant, qui commencent à être connus, vous allez voir comment. Hein, c'est-à-dire, on va passer de l'artiste caché, anonyme, on va dire presque l'artiste vengeur, vous savez, avec, on va dire, la cagoule, la bombe de tag, etc. Là, on passe dans un autre registre progressivement, et c'est une ville véritablement qui est complètement ouverte à l'art de la rue, quelles que soient ces formes. Donc on est vraiment dans une révolution, je dirais, une révolution de l'image, une révolution de l'iconographie du XXe et XXIe siècle, véritablement. Alors, justement, à travers ces missions, j'en ai effectué une en 2015, puis en 2017-2018. Donc, je ne cesse de faire de très belles découvertes et ça me permet aussi de tisser des liens, de discuter avec les gens de là-bas, hein, de mieux comprendre les approches artistiques. Et puis, on a également aussi, il y a à peu près 2 ans, on a réalisé un workshop ici à l'Université de Corse où on a invité également donc, des collègues, donc ligures, hein, donc des ligures qui sont venus nous montrer aussi ce qui se faisait en matière de street art et de land art dans la région de Gênes, donc de la ville de Gênes et de la région ligure. Donc on a beaucoup travaillé tous ensemble et on a beaucoup avancé. Là-dessus. Alors, on verra que pour la Corse, la Corse, elle n'échappe pas en fait à ces deux courants. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, c'est pas une copie-collée de ce qui se fait partout ailleurs. C'est que chaque espace, que ce soit Barcelone, que ce soit Gênes, que ce soit la Corse, que ce soit, on va dire, dans les villages où on trouve du street art aussi chez nous, dans les villes, Bastia, Ajaccio, Corté, j'en passe et des meilleurs. En fait, il y a si vous voulez, une réappropriation de cet art que l'on interprète en fonction de notre culture, de notre identité, de nos attentes, de nos craintes, de nos espoirs. En fait, tout ce type d'art qui s'affiche dans les rues, eh bien, en fait, c'est la vitrine d'une société. Voilà, tout simplement, ça s'affiche au grand jour. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors là, si vous voulez, dans, j'espère, les prochains mois, on va envisager probablement peut-être une première publication là-dessus. Et puis, on va envisager de réaliser encore d'autres journées à ce sujet. On va voir comment on va les organiser, certainement à Corté, probablement. Alors, justement, donc à partir on va dire de ce phénomène qui nous vient au départ des États-Unis, eh bien, on a en effet, on va dire, dans les quartiers très populaires défavorisés de ces grandes agglomérations américaines, on a au départ, fin des années 70, début des années 80, on va dire des approches, on va dire, du street art relativement plutôt limitées.
C'est-à-dire qu'on va commencer surtout, par exemple, par, on va dire, ce type de manifestation sur les wagons, par exemple, de train ou de métro. Donc ça, c'est le métro new-yorkais. Avec, on va dire, mi-tag, mi-BD. Hein, donc ça, on est en 1979, là, pour être plus précise. Et les deux personnes que vous avez ici, ce sont les pionniers, en fait, du street art donc new-yorkais. Notamment celui qui est ici. Donc, il s'agit de Chris Daz Ellis, qui est un Afro-Américain qui est né en 1962. Hein, donc dans les quartiers défavorisés de New York. Et celui-ci, c'est son alter ego. Hein, donc, il s'agit donc notamment donc de John Crass donc Matos, donc qui est véritablement ils forment ensemble un binôme véritablement. Alors parmi les premières créations de celui-ci, donc de Chris Daz, on a notamment les premières frises qui s'élaborent donc sur les devantures donc de magasins avec une première signature. Là, il fallait oser parce qu'on est au début des années 80. Aux États-Unis, c'est condamné, hein, ce genre d'acte. Donc, on risque la prison en particulier. Et comme je vous expliquais que c'est un art revendicateur, vous allez comprendre ce qu'on revendique. Alors là, on a un aspect très esthétique et très élaboré, certes. Mais si vous regardez l'autre fresque que j'ai récupérée sur un mur d'un terrain vague, si vous regardez les personnages ici, vous avez une sorte de promoteur. Ah, donc il a un casque de chantier sur la tête avec une sorte d'éclair, de foudre, et il est en train de poursuivre en fait les habitants d'un quartier populaire. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de les chasser. C'est-à-dire qu'on est en train de dénoncer la démolition de nombreux quartiers défavorisés, pauvres de la ville, en mauvais état. On chasse les gens, on ne cherche pas à les reloger non plus, on cherche à raser tout ça pour construire du neuf et finalement vider les quartiers populaires de sa racaille. En clair, c'est ça. Donc d'ailleurs, dans cette frise, regardez la composition de la frise. Vous avez des enfants, vous avez une dame, on va dire d'origine africaine ici, et puis on a jusqu'à un grand-père, donc une personne âgée avec son chien. Donc ça veut dire que ça touche toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales et finalement tous les âges également. Alors, autre point que je voulais vous montrer, puisque je vous disais que c'était un art revendicateur, dénonciateur, également on dénonce beaucoup aussi, on va dire, la politique de l'État d'un certain moment d'histoire. Comme je vous expliquais que c'est quand même une vitrine de la société, la société, elle souhaite aussi affirmer ce qu'elle trouve donc d'injuste aussi. Et je voulais vous montrer notamment ce personnage que vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça sur Facebook récemment. Ce personnage, il est passé, on a repassé malheureusement ce triste événement. C'est un jeune noir qui a été exécuté. Ça a été le plus jeune condamné à mort par chaise électrique en 1944, en Caroline du Sud. Il s'agit de George Junius Stinney. Ce jeune homme avait 14 ans quand il a été exécuté. En fait, il a été soupçonné d'un meurtre de 2 jeunes filles blanches. A priori, pas de preuves suffisamment convaincantes, mais il était noir, ne l'oublions pas, on est en 1944. On l'arrête, on le condamne. De toute façon, il est déjà condamné avant d'être jugé. Il va mourir sur la chaise électrique. Voilà. Et donc là, ce que vous voyez ici, ce tag ce graffiti qui est très élaboré, là on est déjà dans les années 80-90. Donc ça a été réalisé sur une façade, notamment du quartier de Brooklyn. Alors, comme je vous le disais, par rapport aussi à l'expansion de cet art, il évolue. Parce qu'au départ, on se limite uniquement, si vous voulez, on va dire à quelque chose d'assez réduit, d'assez réducteur, uniquement en fait des sortes de graffitis. Puis maintenant, on évolue vers le pochoir. On évolue également. On peut trouver aussi du street art avec de la mosaïque sous forme de stickers, d'affiches. Ou le tout mélangé, c'est-à-dire que souvent il y a plusieurs techniques qui peuvent aussi, si vous voulez, s'insérer les unes dans les autres en particulier.
Et on est véritablement maintenant dans quelque chose de très, très évolué. Aujourd'hui, en fait, on pourrait comparer finalement ces fresques de street art, finalement, un peu comme les fresques que nous avions donc à la Renaissance ou antérieurement au Quattrocento, au Cinquecento en Italie. Alors certes, c'était des scènes plutôt religieuses, réalisées dans des églises, dans des monuments évidemment sacrés. Ben là, c'est un peu l'inverse, avec des matériaux évidemment plus, on va dire, plus novateurs, mais qui s'imposent au cœur même des rues. Et ça, c'est très important. Hein, donc, alors, c'est pour cela que je vais vous emmener maintenant à Barcelone. Donc, alors, Barcelone aussi, ce qui impulse là-bas, c'est le fait que ce soit aussi une ville très jeune, puisqu'il y a beaucoup d'universités. Les universités sont dans le centre-ville, de la vieille ville. C'est une ville aussi très créative par rapport à ça. Alors, c'est aussi une ville de par aussi son port de commerce, qui est une ville très cosmopolite, il faut le savoir. Donc, il y a beaucoup de cultures différentes hein, dans cette cité. Et notamment, c'est une cité qui est très intéressante et qui devient très intéressante à partir de la fin des années 80, début des années 90. Alors, je vous explique pourquoi. Au moment où le street art, si vous voulez, passe l'Atlantique, commence à arriver en Europe, ben, il va s'implanter évidemment dans toutes les grandes villes européennes. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'Europe est très urbanisée. Vous imaginez, on est dans les années 80, 90, ce qui veut dire que le street art va arriver justement à point, on pourrait dire ça comme ça, où on commence à se réveiller aussi au niveau d'une certaine prise de conscience au niveau de la protection de la planète, de l'environnement, de la pollution. Donc ça commence à cheminer quand même, hein, on va dire dans l'esprit des gens et des artistes en particulier. C'est également des villes, enfin les grandes villes, je prends le cas des grandes villes européennes, c'est également aussi des villes qui malheureusement ont poussé comme des champignons avec le phénomène des banlieues, des grandes barres d'immeubles, etc. Donc on est dans un phénomène aussi malheureusement de la poussée des ghettos, hein, quelque part. Et ce street art, finalement, il va aussi grandir par rapport on va dire, à ce changement d'urbanisme, à cette poussée aussi des banlieues. Hein, ça va aller avec. Ça veut dire qu'on va aussi dénoncer, on va dire, tout ce qui ne va pas à l'époque. C'est également les années SIDA. N'oublions pas, les années 80, 90. Donc, ça, on est quand même, l'Europe est stigmatisée par ça. Et ce qui va faire de Barcelone, là où Barcelone véritablement va voir la naissance de ses premiers artistes de street art, eh bien, ça va être la fin des années 80, début des années 90, avec ce que vous voyez derrière moi. C'est sur une place qui est devant le musée d'art contemporain de Barcelone. On est dans le quartier de El Raval, pas très loin de la Rambla, hein, donc entre le port et l'espèce de grand cours hein, que nous avons, qu'on appelle la Rambla. Et c'est un grand quartier universitaire, notamment. Hein. Et là, on commence à avoir les premiers taggeurs qui dénoncent officiellement donc, ce fléau qui est le sida et comment on peut malheureusement lutter contre ça. On dénonce aussi, on va dire, le manque de conscience des politiques, enfin, etc. Il y a on va dire, tous ces événements qui vont propulser, on va dire, ces initiatives. Alors là, par contre, il y a quelque chose qui change la donne. C'est que contrairement, par exemple, aux villes américaines, Barcelone, c'est pas une ville d'interdiction. Pas du tout. Ça veut dire que jusqu'en 2005-2006, donc, on pouvait taguer ce qu'on voulait, où on voulait. Hein, ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas d'amende, il n'y avait pas, on va dire, de sanctions, il n'y avait pas d'emprisonnement, il n'y avait rien du tout. Donc, en fait, ça devient vraiment, pendant ces 20 années, une plateforme et on va dire pour tous les artistes. Donc du coup, là où c'était interdit ou censuré ailleurs, bah, ça attire les artistes du monde entier pour venir se produire à Barcelone. En plus des Catalans, etc. Donc là où ça va légèrement changer, mais vous allez voir c'est quand même nuancé, c'est à partir de 2005-2006, il y a un changement de mairie. Et là par contre, on commence à être un peu plus raide à ce niveau-là. On commence à dire que c'est pas bien, il faut pas le faire. Si on vous attrape, bon, voilà, il y a des sanctions, etc. Mais malgré tout, pour y être allé plusieurs fois, moi j'ai vu des gens faire leur graffiti, leur tag en pleine journée. Hein. J'ai pas vu vraiment on va dire, de problème. Et il y a même carrément des boutiques, donc où on achète son matériel pour faire du street art.
Alors ça, c'est vraiment, on achète ses bombes, on achète ses pochoirs, on achète ce qu'on veut, hein. Donc c'est une boutique, on va dire, de matériaux artistiques, comme on peut en trouver, on va dire, ailleurs, hein. Alors là, la mairie, elle a fait aussi un geste. Ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'elle a offert des lieux pour les artistes. Donc, elle a offert notamment dans des anciens quartiers industriels, comme le quartier de Poblet-Sec, Poblet-Nou, elle a offert des anciennes usines. Donc là, ça, c'est devenu vraiment un centre créatif à ciel ouvert. Donc les gens peuvent venir se produire, etc., sans problème. Ils ont également donné des points dans un grand parc qui est le Mont-Rouic, où là, vous avez carrément des façades, des supports muraux qui sont réservés aux artistes du street art. Ah, donc, également aussi, on a mis en place des galeries. Alors, c'est tout en paradoxe, je vais dire, mais puisque le street art, au départ, c'était fait pour être à l'extérieur et pas compartimenté dans des galeries ou des musées. Alors, c'est tout en nuances, si vous voulez. On a créé des galeries, comme la galerie Miss Elena dans le quartier de Raval, celle de Montana, notamment dans le quartier Borne. En fait, ce sont si vous voulez, des expositions, des lieux d'exposition éphémères. C'est-à-dire que voilà, on vient, alors soit sous forme de photographie, on vient, on va dire, transposer ces créations, ou bien on peut avoir des supports, carton, métal, donc des supports sur toile, où on peut réaliser des expositions intramuros de ces galeries ou de ces musées. Il y a également aussi le musée d'art contemporain de Barcelone qui est très très actif et très réactif par rapport à ça. Alors ce qui est intéressant à Barcelone, c'est qu'il y a une technique, c'est qu'il y a de moins en moins de graffiti par contre, mais de plus en plus, on va dire, de réalisation véritablement de stickers, d'affiches, de sculptures sur les murs. Alors, je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Alors ça, c'est réalisé avec des canettes de soda. On en trouve quasiment presque à tous les angles des rues, avec des devises, des dictons. Perché stestimono i sempre testim, donc c'est pourquoi je témoigne et pourquoi je témoigne toujours. Ça, c'est en catalan, hein, donc on en trouve comme ça dans les angles. Alors, ça sert de signalétique aussi, quelque part. Ça marque un endroit en particulier. Et alors, par contre, chose assez étonnante, c'est que c'est pas détruit, c'est pas vandalisé. Ah, donc, ça, c'est assez quand même. Les artistes sont respectueux les uns des autres et le public aussi, finalement, hein. Voilà. Alors là, après, on a des choses beaucoup plus élaborées et avec, évidemment, si vous voulez, une teneur revendicative. Alors, je vais vous montrer. On a notamment deux fresques qui, évidemment, sont des fresques, on va dire, du courant des années 2000, notamment avec le lapin ici, végan. Hein, go vegan, donc ça vous l'avez compris, il y a des messages justement qui tendent à toucher les populations pour changer ces modes d'alimentation, le respect des animaux, le respect de la nature. Donc, il y a des tags aussi qui sont liés pour dénoncer la surconsommation, plein de choses. Et puis, dans le cadre de la protection en fait des animaux, on a celui qu'on appelle le No Forget, qui est l'éléphant en colère. Alors, l'éléphant en colère, il est là, never forget. Donc, cet éléphant en colère, en fait, il y a un but précis, c'est pas juste humoristique. C'est en fait pour également rappeler, dénoncer encore aujourd'hui le braconnage de certaines grandes espèces animales qui, notamment dans certains endroits, ont quasiment disparu, notamment, entre autres, les éléphants, le commerce de l'ivoire, etc., les fameuses safaris que l'on organise pour les gens relativement aisés dans certaines réserves. Donc là, c'est vraiment on va dire des fresques dénonciatrices de ce type d'agissement. Alors, il y en a une autre également dans le fond qui est ici, voilà, qui est une fresque plus politisée, hein, celle-ci, hein, donc, qui s'élève avec le V de la victoire. Alors, une autre, voilà, on passe un peu plus dans le pop-rock. On a en effet, après, vous allez voir, on va dire des choix iconographiques, une grande variété d'iconographie, de thématiques iconographiques.
Et notamment, on a en effet dans des quartiers, on a parlé du quartier Raval, qui est le quartier, on va dire, universitaire, avec le musée d'art contemporain. Il y a également les quartiers comme le quartier gothique, hein, en particulier, où il y a beaucoup de vieilles portes, de vieux murs. Et là, on a remarqué que dans ces ruelles, on a une approche beaucoup plus tournée vers la représentation d'icônes. De la pop rock, notamment des gens qui sont disparus très tôt. Ah, donc là, évidemment, c'est Amy Winehouse que vous connaissez tous, qui est décédée à l'âge de 27 ans. Hein. C'est un peu la mode un peu Kurt Cobain, hein, donc Nirvana. C'est tous des gens qui sont morts prématurément suite à leur mode de vie, à leurs excès. Donc c'est des gens qui ont vécu, qui ont fait une ascension fulgurante, hein, bien sûr, et qui se sont un peu brûlés les ailes, hein, quelque part. Pardon ? Qui ? Elle est morte d'une overdose, hein, Amy Winehouse. Donc bon, et voilà. Donc après, oui. Ah, peut-être. Je n'étais pas avec eux pour savoir, mais bon. Alors, autre chose. Ici, vous avez aussi. Alors, ça, je l'ai fait exprès on va dire, de les positionner en parallèle, justement, parce que la thématique sont très opposées, hein, quelque part. Vous le savez, hein, l'Espagne, c'est un pays encore très religieux, très catholique. Hein, donc, en effet, dans l'art du street art, bien, on a l'intégration d'une iconographie religieuse. Hein, donc là, je vous ai pris un exemple parmi tant d'autres, donc d'une Madone, hein, qui est réalisée dans une certaine piété, donc quelque chose qu'on aurait pu trouver de manière, on va dire plus politiquement correct dans une église, par exemple, mais là, on l'a dans la rue, hein, tout simplement. Alors là, on en effet, je ne vous ai pas fait tout un éventail de ce que j'ai pu trouver en matière d'iconographie religieuse, mais il y en a pas mal. Et à côté, je vous ai mis évidemment là aussi une vision d'un groupe donc de hip-hop, qui était un groupe très, très populaire, donc qui a été là aussi, on va dire, très honoré dans le quartier du Raval. Alors, voilà, là, je vous ai pris justement ce cliché parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces artistes travaillent. On est en plein jour, on l'a vu. Hein, donc là, en fait, si vous voulez, on est sur la place du musée d'art contemporain et on est à gauche, vous avez ces bâtiments ici. Alors, ces bâtiments, en réalité, donc là où il y a les palmiers, en fait, c'est la continuité d'un couvent, d'un ancien couvent. Et ce que vous voyez ici, là, c'est l'abside de l'église conventuelle, donc qui est à ce jour, pour le moment, désaffectée. On y voit ici donc des vitraux contemporains. Donc voilà. Donc en fait, en extérieur, vous avez des échafaudages. Donc, qui donnent côté rue et à la fois qui enserrent comme ça la partie conventuelle. Et sur le haut de ces échafaudages, vous avez des artistes qui travaillent. Alors, moi, je me suis intéressée à savoir, en fait, pour quelles raisons voilà, il est réalisé, par exemple, ce genre aussi d'œuvres sur les grillages, hein, qui combinent à la fois pas uniquement que des graffitis, des tags, mais vous voyez que là, on se sert de 33 tours. Il y a également des affichettes, des autocollants, des stickers. Alors, quand on s'approche d'un peu plus près, on se rend compte qu'en fait, ces stickers rappellent que c'est, on va dire la défense d'une cause en particulier. Et en réalité, pour avoir enquêté un peu plus sur le terrain, je suis allée voir ces gens et je leur ai demandé, on va dire, pour quelles raisons ils faisaient tout ça. Et en fait, ils faisaient partie d'une association. C'était une association qui serait un peu l'équivalent à Barcelone de Greenpeace, hein, qu'on connaît mondialement. Donc, et cette association qui regroupe beaucoup de jeunes est en fait une association justement de préservation donc, de l'environnement. Ils soutiennent beaucoup de causes écologiques, etc. Et donc, en fait, la ville leur a légué cette partie-là, donc de ces bâtiments qui sont plus ou moins désaffectés en ruine. Donc, et ils ont investi toute la partie. Voilà, la partie à l'intérieur, ils ont également le siège de leur association. Et juste à côté, contigu, il y a l'université d'histoire et des arts. Hein, voilà, c'est dans la continuité de leur lieu de travail. Donc vous voyez qu'ils ne se cachent absolument pas. Hein, donc c'est fait au grand jour. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors un autre point qui est assez original, c'est les camions.
Alors, on a là, attention, justement, on a un grand marché de la Boqueria, un grand marché entre la Rambla et à côté le quartier d'El Raval. Et là, on a carrément tous les camions qui ont bénéficié donc de tags. Alors, attention, c'est pas des tags sauvages, hein. Ça en fait partie. Tous les camions, donc toutes les sociétés de camions ont laissé les artistes tout simplement donc customiser leur véhicule. Et évidemment, tous en rapport, pour la plupart du temps, en rapport avec les marchandises, donc les cultures maraîchères, etc. Et donc, en fait, quand vous sillonnez ce quartier où il y a ce grand marché, tous les camions, ils sont comme ça. Voilà, ils bénéficient d'une déco. Et là, ça se fait tout à fait légalement, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent aussi, on va dire, s'exercer. Hein, donc c'est gratuit, mais ça leur donne aussi, ça leur permet de se promouvoir. Hein. Alors justement, on va en parler aussi parce que là, il y a quand même une évolution de la reconnaissance de ces artistes. Il y a encore quelques années, vous l'avez compris, hein, c'était qualifié on va dire, d'acte de vandalisme, donc qui était un acte qui était condamnable. Là maintenant, ça évolue et on a des gens, si vous voulez, qui commencent à se faire connaître, voire carrément sont reconnus à échelle mondiale par le biais de blogs. C'est-à-dire on a carrément des sites, on a des blogs de ces gens qui pratiquent le street art, donc les taggers, etc., qui, on va dire, réalisent des sites, des lieux d'échange, des sortes de plateformes, etc., qui organisent maintenant des congrès, donc des journées, symposiums, workshops, etc. Et donc, on n'est plus dans l'aspect, si vous voulez, cacher des choses, on va dire l'artiste qui est dans l'ombre, entre le vandale, hein, quelque part, on peut dire ça comme ça, et l'artiste lui-même. Donc là, on commence vraiment à évoluer. Aujourd'hui, on a des artistes de street art qui se produisent même dans les galeries, dans les musées, etc. Alors, il y a encore quelques décennies, puisqu'il y avait une non-reconnaissance, si vous voulez, de l'artiste, où justement le street art était, comme c'était en plein air, hein, c'était, si vous voulez, soumis donc à la destruction. C'est-à-dire que ça devenait un art aussi éphémère, parce que les peintures, etc., au fur et à mesure, avec les intempéries, ça devait, à un moment donné, se dégrader et voilà, se diluer avec le temps. Donc ça veut dire qu'on était condamné à ça. Chose qui est très différente aujourd'hui parce que nous sommes dans l'ère des grandes technologies, l'ère du numérique. Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez, même si l'œuvre d'art se dégrade, disparaît, bien on en retient toujours un souvenir, puisque il y a le numérique, tout simplement. Il y a la photo, il y a la vidéo, et d'ailleurs, une des premières grandes expositions de street art et même de land art dont on va parler, qui a eu lieu aux États-Unis en 1969, eh bien, il y avait déjà la vidéo. Ah, donc il y avait déjà des vidéos qui circulaient pour montrer ce que les artistes faisaient dans la rue. Alors justement, un dernier cliché, parce que ça j'aime beaucoup, ça c'est dans une petite ruelle, on va dire, commerçante et populaire. Alors là, c'est de la faïence, bien sûr, hein, avec, vous voyez, quelque chose d'un peu plus traditionnel, un peu plus religieux, avec une figuration de Saint-Roch avec son chien. Et en dessous, vous avez ça. Donc je le lis mal, mais c'est pas grave. Respecteo els animal et les plantes. Donc voilà, il faut respecter donc les animaux et les plantes. Hein. Donc voilà, en fait, c'est assez rigolo parce que c'est à côté d'une boutique. Hein. C'est juste à côté d'une boutique et l'angle d'un immeuble. Et dessous, il y avait carrément donc une sorte de grande vasque où les gens plantaient des plantes. Il y avait un tronc au bol, etc. Donc, sous cette sorte de niche votive, finalement, les gens du quartier donnaient de l'argent pour la défense de la cause animale en particulier. Ah, donc, et pourtant, ça a été fait dans la rue et c'est contemporain, hein, je précise. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très ancien. Hein. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais vous voyez, à Barcelone, c'est une ville qui réserve beaucoup de surprises comme ça. Alors, maintenant, on va passer à une approche à la fois au départ très différente et qui finalement rejoint certaines causes soutenues par les artistes du street art. Eh bien, on a un autre courant qui est le land art. Alors, le land art, c'est toujours issu de la veine contemporaine, hein, du courant de l'art contemporain. C'est quelque chose qui naît à la fin des années 60, donc toujours
aux États-Unis, particulièrement dans l'Ouest américain. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est véritablement donc, de profiter de ces grands paysages, les déserts, les aspects très rocheux, etc., les grands lacs, pour mettre en exergue, si vous voulez, la dangerosité de l'industrie, de la pollution, donc de la surpopulation, évidemment de l'extension de toutes ces grandes métropoles, etc. Et on commence à avoir justement des artistes qui demandent à se produire véritablement in situ, c'est-à-dire vraiment au cœur de certains paysages, et souvent des paysages très hostiles. Alors, le land art, il évolue bien entendu, puisque on va se servir de ce qu'on trouve directement dans la nature. Alors ça peut être du sable, des rochers, du bois, de la neige, de la glace, du feuillage, ce que vous voulez. Et évidemment, le but, c'est que ce soit périssable. Ça veut dire que la nature reprenne ses droits, que ce soit une œuvre qui soit évidemment, on va dire, liée et on va dire, tournée, donc léguée aux intempéries. C'est le but. Alors, ce qui va se passer, c'est que justement, les artistes de land art, donc aux États-Unis, ils veulent véritablement que le seul juge de leurs œuvres d'art soit à la fois la nature, qui a la main, on va dire, sur ces œuvres pour les faire ou la défaire. Et puis également le tout public. Ils veulent véritablement, là aussi, ils ont une volonté de vouloir donc extirper l'art des musées et justement que ce soit toujours les mêmes qui soient, on va dire, dans cette phase finalement privilégiée. Donc, on va dire, de la partie artistique. Alors ici, vous avez une des premières œuvres du land art qui a été très médiatisée. On est en 1970. C'est la Spiral Jetty. La Spiral Jetty, ça a été réalisé par Robert Smithson. C'est une longue jetée, vous voyez, qui a été créée donc, sur un lac salé, donc sous la forme d'une spirale, 450 mètres de long, 5 mètres à peu près de large, au bord du grand lac salé. Et cette grande jetée, alors que la spirale, c'est quand même quelque chose de très symbolique, ça rappelle la spirale de l'escargot. Vous savez que symboliquement, c'est le cycle de la Renaissance. Donc, c'est-à-dire je nais, je meurs et je revis. Donc, c'est ce principe-là. Petite parenthèse, quand l'on pratique le jour du vendredi saint à Grani-Doula, donc à Grani-Doula, donc l'escargot, ça a été absorbé par le christianisme, d'accord, comme un rite chrétien, mais ça part d'un rite païen au départ, qui est en relation justement avec cette idée de spirale, de mort et de renaissance. Voilà, pensez-y parce que bientôt nous sommes en Semaine Sainte. Donc, ce que je vous disais, ensuite, on a... si vous voulez, parmi les grands artistes, alors Robert Smithson, ça va être, si vous voulez, le grand, on va dire, mentor de tout ça. C'est quelqu'un qui est théoricien de l'art, qui est critique d'art, et qui va imposer en 1968, véritablement à la Dunn Gallery de New York, il va imposer véritablement une exposition, la première exposition de land art donc, aux États-Unis et même dans le monde. Alors, il ne va pas être tout seul, bien sûr, il va être évidemment entouré donc, on va dire de gens qui le soutiennent dans ce même mouvement. Il y a Robert Morris, il y a également Christo et donc Walter de Maria, Michael Heiser, etc. Et notamment, je voulais vous montrer, il en a fait énormément, mais justement une œuvre de Christo. Alors, Christo, c'est quelqu'un qui, lui, travaille, si vous voulez, il part, si vous voulez, de l'existant, donc notamment là, ce sont des îles donc, qui sont en Irlande. Donc il y a 11 îles au total, il y a un archipel. Et il avait réalisé donc, autour de l'île, qui sont des îles boisées, il avait mis en place donc du propylopylène, non, je ne sais plus comment, j'inverse ces syllabes, tu vois vous avez compris. Donc rose fuchsia autour de ces îles. Donc en fait l'idée c'était finalement d'envelopper quelque chose que l'on connaissait plus que bien, un paysage en particulier, un monument par exemple, pour que les gens, si vous voulez, le redécouvrent. Il avait également fait ce même type de, on va dire, d'action, par exemple sur le Pont Neuf à Paris.
dans les années 1985. Donc l'idée d'envelopper quelque chose que les gens côtoient au quotidien mais ne regardent pas finalement parce que ça fait partie de leur paysage. C'est comme nous si demain, vous voyez, on entourait le nid d'aigle de Corté, hein, la citadelle, par exemple de plastique, de carton, d'ombrelles. On trouverait ça choquant. Pourquoi? Parce que tous les jours on voit ça. Mais là où on veut vraiment interpeller le regard des gens, c'est le jour où on va changer quelque chose dans ce paysage qui est devenu trop familier, trop ronronnant finalement. Hein. Donc finalement, c'est comme un papier cadeau. On entoure de papier cadeau et le jour où on l'enlève, on redécouvre finalement ce paysage comme si c'était la première fois. Alors, autre point qui est intéressant, c'est justement l'exploitation de certaines parties désertiques, hein, notamment dans le désert du Nevada. Donc ce qu'on peut trouver notamment dans ce type de falaise. Alors l'idée, si vous voulez, c'était de travailler donc des zones très arides comme ça, donc de réaliser des sortes de terrassements. Donc on avait l'impression que ces artistes voulaient empiéter dans ces parties rocheuses comme si l'on coupait une part de gâteau à l'intérieur. Hein. Donc on a cette finalité, si vous voulez, de sorte de chaos un peu dans une nature relativement hostile. Alors ici, on a justement un cliché de l'exposition qui avait été réalisée par Robert Minson donc à New York, donc à la Duane Gallery. Donc c'est une exposition à l'époque hein, qui a été filmée et qui a été évidemment un peu, si vous voulez, a divisé la population. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas trop bien saisi cette exposition, les tenants et les aboutissants. C'était peut-être un peu prématuré à l'époque. Aujourd'hui, on aurait trouvé ça normal, hein, je veux dire. Mais quand je dis prématuré, c'est parce qu'on n'était pas trop investi, on ne s'inquiétait pas trop finalement on va dire de la nature. Hein. On est dans les 1969, donc à l'orée des années 70. On va dire si vous voulez, l'investissement de la société, c'était, on va dire, l'emploi, c'était travailler surtout dans le monde des industries, etc. Et donc, on n'était pas trop sensible et sensibilisé par rapport à ça, chose qui est très différente aujourd'hui. Hein. Alors, je vous ai évidemment, à partir de ce land art qui se développe, j'ai fait vraiment quelque chose de très rapide pour comprendre son acheminement, on va dire, vers l'Europe et en particulier vers Barcelone. Voilà. Alors, le land art arrive véritablement en Europe à partir des années 80. Peut-être un peu plus tard que le street art, les années 80, et il s'épanouit vraiment pleinement dans les années 2000. Alors, là, pareil, c'est le land art, on peut tout à fait travailler, si vous voulez, on va dire, des matériaux tout à fait naturels, purs et durs, ou bien on peut avoir le phénomène de l'artefact, c'est-à-dire où l'homme apporte, si vous voulez, on va dire sa touche personnelle, c'est-à-dire soit qu'il utilise des matériaux du métal, ou bien par exemple du tissu, ou bien quelque chose qu'il a fabriqué lui-même et qu'il intègre, si vous voulez, dans un paysage, dans un espace naturel. Ce qui a été fait par exemple ici, alors à Barcelone, ici on est dans la cour du musée d'art contemporain. Là, c'est une exposition qui a eu lieu au mois de décembre, donc 2018, hein, vous voyez que c'est pas très vieux. Là, pareil, avec on va dire un tenant et un aboutissant qui est lié. Vous voyez, on a ces tas de personnages qui sont en fait voilà, des êtres humains, si vous voulez, et qui sont, vous voyez, assis au pied d'un arbre, mais plus qu'assis au pied d'un arbre. En fait, on a le tronc de l'arbre qui passe entre les pieds et le buste. Hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment l'alliance entre l'arbre, c'est-à-dire la nature, et l'être humain, c'est-à-dire la dépendance de l'humain par rapport à la nature. C'est-à-dire que le jour où la nature disparaît, l'humain disparaît. Voilà, en clair, c'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment ce lien fusionnel où chacun dépend de l'autre. Hein. Le jour où ça se casse la figure, c'est l'effet domino. Hein. Donc, alors, il y a également, alors là, il y a un panel à Barcelone, c'est exceptionnel. On a des œuvres aussi qui ont vraiment été réalisées. Là, c'est en direction du port olympique. Donc, qui au départ sont des œuvres fonctionnelles. Ceci, c'est une cage d'ascenseur, hein, une cage vitrée d'ascenseur, donc qui est sur la promenade entre les plages et les immeubles et les restaurants.
Et là, on a donc justement l'ascenseur qui est en bas, qui est en sous-sol. Et vous avez ici, dans la cage de verre, en fait, on a une double paroi. On a donc du sable avec ici des abeilles. En fait, ces abeilles, elles sont dessinées, elles sont peintes en fait sur le verre. Et cette cage vitrée d'ascenseur rappelle là aussi la ruche, tout simplement, la ruche, les abeilles, on va dire l'importance aussi, on ne cesse d'en parler aujourd'hui, justement de cet animal qui est capital, on va dire, dans le bon fonctionnement de la planète. Et vous voyez qu'ils y avaient pensé quand même avant nous. Alors, là aussi, c'est important aussi de voir la main de l'homme dans, on va dire, l'agencement du land art. Alors là, on n'est pas dans un concept éphémère, au contraire, c'est plutôt on va dire un agencement. Ici, on est dans la cour du musée de la marine, de la navigation. Oui, c'est pas un musée d'art contemporain, ça n'a rien à voir. Donc, on a en effet dans cette cour un très très beau bassin, et on a ici une statue de bronze, donc montrant un enfant en train de faire sa toilette, et on a un agencement tout autour de lui, donc de papyrus. Donc vraiment, on a ce concept comme ça. C'est pas uniquement à la fontaine, le jet d'eau. Il y a vraiment, c'est vraiment pensé pour associer ce personnage, donc qui est réalisé donc en bronze, donc en métal, avec le concept, on va dire végétal et naturel autour. Ici, ce sont évidemment des roseaux. Alors ces roseaux, ils sont très solides. Ce sont des roseaux qui sont réalisés donc en béton armé, donc toujours en direction du port olympique, et pas très loin de l'ascenseur que je vous ai montré. La plage est juste à côté, donc à quelques mètres. Vous voyez qu'ils sont juste à côté donc de palmiers qui, eux, sont réels. Donc on a cette association, à la fois confrontation et association, on va dire, de vrai land art et à la fois d'un land art remanié, conçu par la main de l'homme. Et voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve exceptionnel. Ça se passe sur les plages de Barcelone, en plein centre-ville. Ce sont ces artistes de rue, je précise, ces gens qui, tout au long de l'année, surtout automne, printemps et hiver, l'été un peu moins s'il y a trop de monde, qui réalisent ce type de chef-d'œuvre vraiment tout en sable. Donc là, c'était en décembre dernier. Donc avec, vous voyez, ce dragon enchaîné, vous voyez qu'ils vont même jusqu'à y inscrire un foyer à l'intérieur. On a eu droit également donc à la représentation de la nativité. Alors, ces artistes, est-ce qu'ils sont reconnus comme artistes, artisans comment ça se passe? Eh bien, en fait, en réalité, ces gens-là, pour la plupart, font partie de la population immigrée, en fait, présente en fait dans la ville. Et généralement, à côté de ces œuvres, vous avez donc des troncs à haut-bol, des casquettes, ce que vous voulez, pour mettre quelque chose. En fait, voilà, chacun peut admirer ses œuvres, peut la photographier, mais il y a un petit échange, donc on va dire en fonction des bons et des loyaux services. Donc c'est une mode, là, c'est quand même très particulier, parce que ce sont des artistes qui, pour la plupart, ne sont pas connus, ont quand même un talent assez exceptionnel pour réaliser ça, et vivent finalement d'aumône. Donc voilà, ça c'est un peu l'envers du décor. Ces œuvres, alors vous voyez, elles sont quand même assez éloignées de la mer, mais même si elles ne vont pas être englouties du jour au lendemain par la mer, mais elles peuvent être détruites par le vent, elles peuvent être détruites par des gens mal attentionnés. Donc là, elles sont véritablement condamnées à l'éphémère. On est bien d'accord. Là, on est vraiment dans un prototype du land art purement éphémère, où la nature va forcément reprendre ses droits. Mais, ceci étant, grâce... toujours pareil aux nouvelles technologies, malgré tout, aujourd'hui, ça y est plus certainement sur la plage, mais grâce au numérique, vous voyez qu'on peut le visualiser ensemble. Donc, quelque part, aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que véritablement le land art, comme le street art d'ailleurs, ont-ils gardé toujours cette valeur d'éphémère qui faisait partie véritablement d'un de leurs critères majeurs? C'est la grande question aujourd'hui. Alors, je vais vous en montrer encore quelques-uns. Voilà, là, c'était quand même, vous voyez, c'est quand même relativement élaboré comme système. Puis, je voulais quand même aussi terminer par quelque chose qui est quand même aussi une autre problématique, c'est se dire, voilà, on parle de street art, on parle de land art aujourd'hui, au XXIe siècle, très bien. On sait que ça a démarré seconde moitié du XXe.
Mais finalement, est-ce que c'est si récent que ça, ou est-ce que il n'y a pas évidemment une préfiguration de ces deux courants qui aujourd'hui, enfin, aujourd'hui font partie de la veine de l'art contemporain? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus ancien? Est-ce que finalement, est-ce qu'on a tout créé de toutes pièces? Ben, je ne pense pas en fait. Puisque finalement, si on prend, si on prend le land art, vous savez, Barcelone, il y a une grande culture quand même, on va dire, on va dire du végétal. C'est-à-dire ça fait partie chez eux, le moindre balcon, la moindre terrasse, elle est végétalisée. Hein, que ce soit dans les immeubles anciens, que ce soit dans les immeubles modernes. Là, vous voyez, je vous ai pris toujours le quartier étudiant, donc on a une terrasse végétalisée. Là, c'est un petit balcon de rien du tout, hein, qui est dans une ruelle. Je pourrais vous en montrer des tas comme ça. Est-ce que là, quelque part, finalement, c'est pas aussi, on va dire, un échantillon de land art, une facette du land art, hein, on peut le considérer comme ça ou le reconsidérer. Autre chose. Le fameux Gaudi, hein, donc architecte, sculpteur, peintre, décorateur, grande figure, hein, on va dire de l'Art Nouveau, etc., qui évidemment, qui ne connaît pas Gaudi à travers Barcelone et vice-versa, hein. On vient souvent à Barcelone pour visiter ses œuvres, mais finalement, quand on regarde, on va dire, certaines réalisations de Gaudi quasiment partout, cette architecture, sculpture, peinture organique, végétale, qui est présente partout dans ces immeubles, dans ces villas, dans notamment les grilles, ça c'est les grilles donc les ferronneries du métro. Je veux dire, finalement, regardez, Gaudi, il était dans cette perspective d'une figuration du land art aussi, hein. Et puis regardez, le land art, il est quand même encore bien plus ancien. Ce que je vous montre ici, c'est le site de Nazca, Pérou. Ce sont les géoglyphes de Nazca. Ce sont des représentations qui ont été réalisées par les civilisations précolombiennes. D'accord? Il y a quelques millions d'années, enfin quelques centaines d'années au moins, un millier d'années peut-être. Hein, donc là, on s'est vu d'avion, hein, et on vous montre donc une représentation. C'est gigantesque, hein, c'est vraiment gigantesque. Donc ici du singe, ici de l'ibis, etc. En fait, ce que c'est les géoglyphes, qu'est-ce que c'est? C'est un, si vous voulez, c'est un amoncellement de pierres mis côte à côte et qui ensuite réalise une figure. Tout simplement. Hein. Donc, on peut se servir de pierres, par exemple, de pierres de couleur, de sable, de terre, etc. Hein, donc, ici, ce sont en fait des galets blancs, hein, qui ont servi pour ce type de réalisation qui sont gigantesques. Alors, dans tout ça, vous voyez qu'il y a quand même une ancienneté. Hein, il y a quelque chose quand même de bien plus ancien que ce que l'on véhicule, on va véhiculer au XXe, voire au XXIe siècle. Hein, comme on le répète assez souvent, même quelqu'un aujourd'hui qui peut être un artiste de renommée, aguerri, ce que vous voulez, un grand créateur, n'en reste pas moins qu'on ne démarre jamais de zéro. Voilà, ça n'existe pas. On se nourrit des courants passés, et heureusement, et à partir de là, on peut créer des choses. Mais ces choses, elles ne sont pas créées du néant. C'est pas possible, hein, et heureusement d'ailleurs. Alors vous allez me dire, mais bon, après, pour le reste, on va terminer là-dessus par rapport à la Corse, où est-ce qu'on se situe, etc. Alors, il faudrait faire un volet rien que sur ça, hein, une conférence, mais je vous ai quand même gardé voilà, deux clichés, un de land art, l'autre de street art. Alors, la Corse, elle s'inscrit évidemment dans cet espace. Hein. Donc, vous imaginez donc une île qui a quand même une histoire assez importante, une culture, une forte identité. On a des paysages assez extraordinaires, paysages évidemment naturels. Donc, ce que vous voyez là, les gens qui sont en train de s'agiter sur cette grande plage de galets, c'est la plage de mon village, hein, c'est la plage de Nonza, dans le Cap Corse. Là, ce sont des galets de schiste. Vous savez que dans les galets de schiste, il y a un peu une grande variété de couleurs, de coloris. Il y a du bleu-gris, des veines de serpentine, du vert et du blanc particulier. Et donc, en fait, c'est une plage qui fait presque 2 km hein, donc, de long sur à peu près 200 à 300 mètres de large. Hein. Donc là, c'est un grand terrain de jeu, hein, si vous voulez. Alors, à la fois pour les visiteurs, on va dire les voyageurs, les touristes, les locaux. Enfin. Donc, en fait, tout au long de l'année, on va dire pas qu'en été, on a ce type de représentation. Alors c'est très varié, hein, ça va juste des simples initiales, en passant par des chœurs, en passant par des prénoms, ou bien des slogans, des messages, ou encore des choses beaucoup plus élaborées. Alors par contre, on a des gens qui associent le bois flotté, qui associent les posidonies, des coquillages. Donc on a des choses beaucoup plus évoluées que ce que vous voyez là. Là, j'ai pris juste un petit clin d'œil. Alors là, pareil, s'il y avait
notre collègue Laetitia Carlotti, qui est artiste plasticienne et doctorante à l'Université de Corse, qui est spécialiste dans le land art, c'est vrai qu'elle a soulevé une problématique qui est très intéressante, c'est de savoir si ces gens qui font ce genre d'ouvrage, est-ce qu'ils sont dans la conscience de créer? Est-ce que c'est un acte conscient ou inconscient? Est-ce que c'est juste un aspect ludique de la chose? C'est vrai que est-ce qu'il y a un lieu prédestiné, un lieu choisi en fonction, on va dire, de la culture de ce lieu, en fonction de la géographie? Ça reste une grande interrogation et je pense que c'est pas dénué d'intérêt. Alors, quand on va dire au land art en Corse, c'est pas limité juste aux plages de sable ou de galets, au littoral, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont réalisées, notamment dans certaines forêts. Notamment, je pense à celle de Vezzagne, qui n'est pas très loin d'ici, où on a carrément sur des arbres, des troncs d'arbres, donc des artistes qui viennent réaliser des figures d'animaux, des visages humains, etc. Il y en a dans le Nebbio également aussi, de ce type de figuration, vraiment très élaborée, très intéressante. Et puis, donc, on a également aussi la veine street art, évidemment, qui s'impose en Corse, qui va s'imposer déjà dans les années 70 avec des tags, on va dire, revendicateurs à connotation politique, bien sûr. Et puis, là, pareil, il y a une évolution qui se fait. On ne les perd pas de vue non plus, mais on tend aussi à évoluer et véritablement à s'approprier, on va dire, la manière fresquée finalement du street art. Alors ça a été fait il y a quelques années, je ne sais même pas s'il en reste quelque chose. C'était entre le campus, enfin entre le département de droit et le début du parking. C'était en fait le visage de Pascal Paoli et avec évidemment l'effigie du Maure, donc à Bandera, qui est de l'autre. Donc souvent, on va dire notre street art universitaire, il est souvent évidemment réalisé par les étudiants, c'est clair, en art comme d'autres. Si vous prenez la direction de la gare, notamment, et que vous descendez en direction de la route d'Aléria, sous le pont, vous verrez qu'il y a une fresque du Caravage. Donc ça a été réalisé par un de nos étudiants en art il y a quelques années. Donc c'est une série des Bacchus du Caravage qui est représentée. Alors il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait vraiment une conférence là-dessus à réaliser, même des expositions. C'est pas sur justement le positionnement de la Corse, la place de la Corse dans les deux courants, street art et land art en Méditerranée. Donc ça serait bien peut-être de se projeter dans quelques temps sur cette thématique-là. Toujours est-il, pour conclure, il faut quand même garder véritablement en mémoire que c'est quelque chose qui a évolué avec l'ère contemporaine, avec la veine contemporaine, mais finalement, c'est quelque chose qui se véhicule donc depuis des siècles dans l'humanité et à travers l'humanité. Si souvent peut-être vous suivez des documentaires sur le peu malheureusement de sociétés tribales qui nous restent aujourd'hui dans le monde, on peut tout à fait considérer que les arts primitifs, par exemple, peuvent être associés à une forme de land art. Pourquoi pas? Je veux dire, donc vous voyez, il ne faut pas aujourd'hui avoir la prétention de dire, voilà, nous, gens du 21e siècle, on a tout inventé. Ce n'est pas le cas. Et c'est l'intérêt aussi de se nourrir de ce qu'ont fait nos prédécesseurs et toutes ces civilisations antérieures. Toujours est-il, ces deux courants qui au départ pouvaient s'opposer se retrouvent quand même sur une ligne conductrice qui est quand même, on va dire, qui véhicule un message, qui véhicule notamment des revendications en particulier et qui est réalisée véritablement par, on va dire, par le peuple lui-même, par la société. Et ça, c'est important. Cette manifestation artistique, c'est aussi une liberté de créer et de s'exprimer. Voilà, je vous remercie.